Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Mon invité aujourd'hui, M. Nicolas Jobin de groupe Vision Gestion, baccalauréat en agronomie à l'Université Laval, gradué en 1993. En 2007, Nicolas Jobin lance son bureau de consultant agronome groupe Vision Gestion. Aujourd'hui, 15 ans après sa création, Groupe Vision Gestion est une entreprise d'une dizaine d'employés regroupant analystes financiers, agroéconomistes, agronomes, comptables et consultants qui offrent des services de planification financière agricole, intégration de la relève, redressement et relance financière, planification stratégique et organisationnelle et beaucoup plus. On va en découvrir ensemble dans les prochaines minutes avec mon invité Nicolas Jobin de Groupe Vision Gestion. Bonjour et bienvenue au balado Soleno, Soif de culture. Aujourd'hui, mon invité Nicolas Jobin. Bonjour Nicolas. Salut mon Richard, ça fait plaisir de te rencontrer. Ah, puis merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît quand même depuis quelques années. Là, pour les gens, là, on est plus familier un peu. Des fois, s'il y a un tu qui passe au travers le discours, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Tout à fait. On se voit dans des activités dites mondaines ou des fois, on se rencontre dans des affaires là, d'organisation au niveau de l'agriculture, bien entendu. Toujours. Ça fait certainement une bonne dizaine d'années, Richard. Nicolas, en fait, je vais commencer avec ma première ligne, baccalauréat en agronomie à l'Université Laval, gradué en 93, mais juste avant, parce que des fois, les gens, il y en a qui sont issus du milieu de l'agriculture, puis il y en a d'autres pas du tout. Je pense que c'est ton cas, Nicolas Jobin. Ouais. T'arrives pas dessus une ferme, là. Tes parents n'avaient pas une ferme. Non, exactement. Moi, en fait, mes parents étaient deux professeurs. Ma mère était une professeure en mathématiques, puis mon père était en français, qui est devenu directeur d'école par la suite. Mais mes parents sont séparés, moi j'avais à peu près 10 ans. Puis quand ils se sont séparés, ben écoute, c'est jamais une période facile. Qu'il y a un ami de ma mère qui était producteur de lait, qui a dit à ma mère, écoute, Nicolas, je vais le prendre cet été. Puis laisse-moi aller là, pour la période estivale. Puis moi, j'ai tombé dans la soupe. Mais ça, en fait, parce que toi, tu étais originaire, je pense, de Loretteville, région de Québec. Exact, c'est ça. Puis là, la ferme, l'été, c'est-tu dans Saint-Flavien, Lobinière. Lobinière, OK. Propriété de Daniel Gingras, un éleveur Holstein. Puis je veux juste situer, là, parce que ta mère avait pas un lien avec Saint-Pascal de Kamouraska, quelque chose dans le Kamouraska, là. Il y avait pas quelque chose de même, là, ouais? Ben, c'est un bon point. Ben, ma mère, écoute, c'est une femme qui a étudié beaucoup, donc ils l'ont envoyée à l'école à Kamouraska parce qu'elle avait... Tu sais, dans le temps, t'as des femmes... Écoute, ma mère a été beaucoup au développement de la femme dans la société. Comme je te dis, elle a une formation universitaire. Dans ce temps-là, elle a 85 ans aujourd'hui. Okay. Donc, c'est pour vous dire. Ah ouais, quand même. Donc, à l'époque, c'était les filles avec les filles, les gars avec les gars aussi. Exactement. Puis elle est allée à Saint-Pascal. Alors, je reviens à Nicolas Jobin. Donc, on n'est pas venu au monde sur une ferme, comme on dit, mais il y a eu une piqûre, il y a eu un élément déclencheur. Donc, c'était comme un camp d'été, finalement. Puis c'est le camp d'été qui a fait qu'aujourd'hui, Nicolas Jobin est en agriculture. Ben, entre autres, mais ma mère, elle aimait ça. Elle avait des amis qui venaient du monde agricole, que ce soit à l'île d'Orléans ou que Saint-Flavien, parce que mon frère a eu la même piqûre que moi. Mon frère, Dominique Jobin. Dominique, il travaille pour William Hood depuis facile une quinzaine d'années. Dominique a avancé à Sémico. Donc, on est toutes les deux avec la même passion pour les mêmes parents. Notre sœur, elle, la plus jeune, elle est professeure, comme nos parents. Comme les parents, donc, comme ça, c'est... donc, l'agriculture est rentrée, puis là, on a... En fait, parce que je veux juste revenir un peu aussi, Nicolas Jobin a fait l'ITA, la pocatière, un peu, je pense. Hein? Ouais. Je dis un peu, une année, c'est ça? Ben, en fait, c'est une session. Moi, en fait, la période du cégep, là, j'étais un peu perdu. On ne sait pas ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Puis quand j'étais allé à l'ITA de la pocatière, ça m'a remis. Ben, j'avais fait déjà une année en sciences à Québec. J'avais arrêté l'école à 1 an. Puis quand je suis revenu, l'ITA m'a ramené sur terre à l'école. J'ai eu une bonne session. J'ai vraiment aimé ça. Ça, c'était en 1988.
Quand même. Puis là, je veux faire une parenthèse, parce qu'il y a des producteurs agricoles qui te connaissent, mais il y en a qui écoutent, puis il y a beaucoup de producteurs agricoles qui sont allés à l'ITA, la Pocatière. Et bon, écoute, il y a toujours, évidemment, quand on dit les heures d'école sont finies, il y a toujours des petits parties, hein, il y a toujours eu des bons parties, fait que tu as connu cette belle époque-là aussi. Ben, c'était une super... moi, en fait, j'ai joué au golf avec Marco Nadeau la semaine passée, puis on se rappelait de 1988, parce qu'on était à l'école ensemble. Ouais. Moi, j'ai été une session, puis après ça, j'étais allé terminer, puis j'ai rentré à l'université en bioagronomie. Moi, ça m'a vraiment dirigé. En fait, le fait là d'aller à la Pocatière m'a vraiment dirigé de dire l'agriculture, là, j'aime ça. OK, fait que c'est de là ça a parti. Puis là, dans le fond, mais quand on est sorti de l'Université Laval, Nicolas Jobin, là, on a commencé à travailler où? Dans quoi? On a-tu commencé comme pour une meunerie? Comme il y en a souvent des fois qui vont travailler pour parce que c'est évidemment relié à l'agriculture. Hein? Tout à fait. Mais en fait, moi, j'étais à l'école en même temps. Mes chums d'école, il y a eu entre autres Philippe Bellil. Donc, Bellil était le fils de Pierre Bellil. Donc, j'ai travaillé un été avec Bellil. Puis j'avais aimé ça, donc j'ai rentré avec Bellil. Puis par la suite, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, Richard, la ferme SMA à Québec. La ferme SMA, Saint-Michel-Archange. Oui. C'est Mastaï. Puis là, ils cherchaient un vacher. Puis là, moi, j'aimais... Tu sais, je voulais leur tirer des vaches. Que j'étais allé là 1 an. Okay. J'ai fait 1 an. À tirer des vaches? À tirer des vaches, après mon bac. OK. Mais j'ai appris beaucoup, parce que là, j'étais dans un autre contexte que... travailler parce que là, j'avais une responsabilité du troupeau. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, à un moment donné, les banques, entre autres la Banque nationale, Daniel Rousseau, ils m'ont rencontré puis ils ont dit « Ça t'intéresse-tu? » Puis là, je suis rentré dans le monde bancaire en 1996. Mais c'est sûr que c'est loin de nuire d'avoir fait 1 an à tirer des vaches parce qu'on voit d'autres choses. Là, c'est le cas de le dire, on est vraiment sur le terrain. Là, quand on dit on est sur le plancher des vaches, hein, pour prendre une expression... Puis ça amène à découvrir d'autres choses. Oui, tout à fait. Le fait que moi, je travaille à tous les jours avec un troupeau laitier, avec un niveau de gestation, j'ai compris c'était quoi la roue laitière. Tu sais, la roue de reproduction d'une vache, parce que plus tes vaches collent, plus tu as des vaches en début de lactation, plus en début de lactation, tu as du lait. Donc là, moi, fournir la fromagerie, là, c'est devenu un défi. Donc, moi, là, j'avais 120 vaches. Richard, là, puis là, je me disais, par mois, là, divisé par 12, ça fait 10 vélages par mois. Ça me prend 10 vélages par mois. 2 saillies par vache, ça me prend 20 saillies par mois. Donc, je me suis mis à faire ça, mathématiques. Puis je me suis mis à avoir 15 saillies, 18 saillies, 20 saillies. Quand j'avais 20 saillies, j'avais mes 10 gestations, 50%. Poc, ça s'est mis. Et là, j'ai compris. Et ça, là, toute une école. C'est toute une école, hein? Toute une école. C'est toute une école. Puis c'est là qu'après ça est arrivé quoi? Des offres ailleurs de la banque ou non? Pas la Banque du Sud, non? Ben oui, on était à l'été à l'Expo de Saint-Isidore. J'étais avec Diane, les enfants dans la poussette, puis je croise François Rousseau puis Daniel Rousseau. Puis là, ils me disent qu'il y a un poste ouvert à la Banque nationale. Et là, ce poste-là ouvert, c'était à Montmagny. Montmagny, la Pocatière, Kamouraska. Ah, OK. Donc, j'ai appliqué, j'ai fait des démarches et j'ai eu le poste. On a-tu déménagé à la famille à ce moment-là? Non, pas du tout. Moi, Diane... est à Québec? Est à Québec. Donc, moi, j'ai voyagé beaucoup à Montmagny dans le coin. J'ai fait beaucoup d'autos. Fait que c'est là qu'on a connu les producteurs sur la Côte-du-Sud. C'est là qu'on a connu les producteurs sur la Côte-du-Sud, effectivement. Écoute, mes premières transactions étaient à la Kamouraska. J'étais à Kamouraska avec la famille de M. Lajoie. Puis après ça, la famille de M. Laplante. Oui. Puis là, ça part. Puis il y a quand même des grosses fermes au Kamouraska et dans la Côte-du-Sud. Donc, c'est à partir. Fait que là, on a fait on a-tu fait long avec la banque, avec le financement? En fait, dans le financement, là, j'ai fait 6 plus 7, 13 ans. Quand même. En fait, j'étais à la Banque nationale. Après ça, j'étais allé à BMO à Saint-Hyacinthe. J'ai voulu aller vers Saint-Hyacinthe. J'ai voulu connaître Saint-Hyacinthe. J'étais soif d'apprentissage. Donc, j'ai rentré à BMO avec Jean Sylvestre. Et à BMO, j'ai été 7 ans pour finalement démarrer mon entreprise là, en 2007. Mais je veux juste revenir, quand on parle du financement de la banque, est-ce qu'à la banque, Nicolas Jobin, on était plus spécialisé dans le laitier ou on faisait l'agriculture en général? En fait, à la banque, c'est sûr que quand tu es dans une région comme la Côte-du-Sud, tu fais beaucoup de laitier. Donc, j'ai appris le laitier. Après ça, j'étais allé à Sainte-Marie-de-Beauce. Ah, OK. J'ai appris le porc. On était dans le développement porcin. J'ai fait beaucoup de porc, de la grande culture. Donc là, j'ai vraiment été là... dans la vraie vie, là, parce que la production porcine, c'est une production cyclique, donc qui est sous la SRA. Donc là, j'ai vraiment appris une autre forme de financement que le secteur laitier.
Donc, ça a ouvert les portes plus grands. Pour, après, là, aller vers la BMO. La BMO, elle n'avait pas un portefeuille aussi imposant que la Banque nationale. Par contre, j'ai appris tout mon crédit commercial. OK. La BMO, elle m'a montré à faire du crédit commercial avec l'atténuant de l'industrie agricole. OK. Ah, que ça, j'ai... Si on résume ça, là, si on explique ça à nos gens qui écoutent, là, l'atténuant ou c'est-à-dire que... Ben, en fait, dans l'industrie agricole, on a du quota. Oui. On a de l'assurance stabilisation, donc on a une protection du revenu. Okay. Donc, tu sais, quand tu as une entreprise commerciale, la protection du revenu, ben, c'est tes ventes, pas d'avoir juste un client, c'est d'avoir plusieurs clients. Dans le lait, ben, on a un client, mais on est sous le système de gestion de l'offre, donc ça, c'est rassurant. C'est rassurant. C'est comme une garantie aussi. Exact, au niveau des revenus. Au niveau du porc, ben, c'est l'ASRA, donc c'est toujours le défi avec les calculs de l'ASRA. Puis, donc ça, là, eux autres, là, c'est ça l'atténuant. Quel est l'atténuant qui fait que tu vends ton lait à une personne? Si tu tombes dans le lait de chèvre, qu'il n'y a pas de système de mise en marché nécessairement, ou c'est plus complexe un peu? Ou... Ben là, ton acheteur... Ouais, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Il est-tu capable de payer? Mais quand on travaille avec une fédération comme le secteur du lait, ben là, ton acheteur, tu sais, c'est ton système qui s'en occupe. Donc, c'est ça l'atténuant. Y a-tu, y a pas de secteur plus un que l'autre que Nicolas Jobin a travaillé, là, je veux dire, que ce soit la volaille, le porc, oui, dans la Beauce, mais en fait, on a touché à peu près à toutes les cultures, aux productions, si on veut. Tout à fait. C'est sûr que quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, j'ai connu des grandes cultures d'envergure. Tu sais, des grandes cultures de 2000 acres, de 3000 acres, d'un autre niveau. J'ai connu le maraîcher. Tu sais, le maraîcher, j'en faisais pas beaucoup à Québec, là. Je l'ai fait ici. Nicolas Jobin, à un moment donné, vous êtes arrivé chez Jeffo, hein? C'est Jeffo, puis je sais qu'il y a un bon lien avec le président fondateur, M. Jean Fontaine. C'est arrivé comment, ça, ce contact-là, ce lien-là? Parce que on part tous de quelque part. Tu sais, des fois, c'est un hasard. Des fois, c'est, comme on dit, une rencontre, une activité. Comment c'est arrivé? Ben, en fait, Jean, là, on s'est connus pendant que j'étais à la Banque de Montréal, bien entendu. Donc, c'est sûr que c'est des premières fois, là, je l'ai vu dans des soirées, puis... On a toujours eu des bons contacts. Ça a cliqué. Oui, ça a toujours bien cliqué. Puis c'est pas nécessairement que j'ai fait du financement avec Jean, mais ça a cliqué. Puis Jean, il était dans une période beaucoup en développement. Puis là, moi, l'été 2006, je suis allé voir Jean. Puis là, j'y ai dit, puis moi, là, à BMO, là, c'est important que je vous dise ça. Moi, Jean Sylvestre, là, c'est mon mentor qui m'a appris à faire du crédit. C'est important de se rappeler des gens qui nous ont donné une chance. À quelque part, Jean Sylvestre vous a donné une chance, Nicolas Jobin. Ah, écoute, Jean Sylvestre, là, il m'a donné de la crédibilité. Il m'a appris à ce que c'était du crédit. Il m'a appris à travailler bien, crédible, travailler bien, parce que si je travaillais mal, il me le disait. Mais en même temps, on s'entend qu'il y a quand même des règles précises, hein, dans les institutions financières qui fait aussi que, tu sais, Tout à fait. C'est ça qui m'a appris. Il s'agit d'avoir un bon coach. Exact, c'est ça qui m'a appris. Puis j'ai vraiment, moi, là, il m'a appris à faire du crédit. Jean-Sylvestre, puis je vais reconnaître ça toute ma vie. C'est un mentor qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Puis Jean Fontaine, il m'a appris à être en affaires. Ouais. Puis ça, là, ça aussi, tu sais, l'instinct d'affaires, moi, je l'ai en moi, mais il m'a appris. Puis quand on est jeune, on pense que des affaires, des fois, c'est du fling-flang, gna. Non. Jean Fontaine, là, c'est un gars qui a fait de la distribution, c'est un gars que quand tu parles avec lui, c'est toujours talk. C'est un bon vendeur, oui. Oui. Mais il m'a appris à faire des affaires. Que moi, là, je suis allé le voir, j'ai dit, Jean, je pars à mon compte, j'aimerais ça avoir un bureau. Il m'a dit, j'en ai un pour toi, j'en ai un ici en avant, à côté de la Kinac. Il m'a dit, installe-toi, quand tu auras les moyens, tu me payeras. C'est quand même, hein, c'est une belle confiance, en partant. Tu sais, Jean, là, l'été, j'étais au Sagittaire, ici, au restaurant. L'été 2006, il dit, Nicolas, pars quand tu auras les moyens. 8 mois plus tard, j'ai fait un chèque de 5500 $. Quand même. J'étais allé les donner, on faisait des chèques encore dans ce temps-là. Ouais, J'étais allé des les donner au Sagittaire encore là. J'ai dit merci, puis à partir de ce moment-là, j'ai eu un loyer à tous les mois, puis ça a fonctionné. Puis Jean, cette confiance-là, il me l'a toujours donnée. C'est vrai. En 2010, ça faisait 3 ans que j'étais à mon compte. Là, il y avait le gros projet avec la Coop fédérée pour Jeffo Logistique, puis Transport Nalaco. Et là, j'ai travaillé ce dossier-là. Jean, il m'a mandaté dans ce dossier-là. OK. Pour monter le dossier avec Steve Diller. Fait que c'est dans les premiers mandats de Jeffo? Oui, Dans les exactement.
Puis là, c'est là que j'ai fait un 2 ans avec Jeffo, là, où j'ai pris ma place. Je suis un gars qui prend de la place. Puis j'ai pris une direction générale là, pendant une période de temps. Puis au bout de 2 ans et demi, moi, j'ai rencontré mon mur. J'ai rencontré mon mur personnel. Là. C'est gros, Jeffo. Là. Puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Puis tu sais, j'avais rencontré Jean, puis j'avais dit... Je pense que c'est au-delà de mes forces. Tu sais, quand on atteint... Puis ma famille, tu sais, Jeffo, c'est international, on voyage partout, je suis pas parfait bilingue. J'ai appris beaucoup, puis j'ai trouvé que j'étais mieux de revenir à ce que je suis bien, que je contrôle bien, c'est d'être proche des producteurs agricoles. Puis c'est là que je suis revenu en 2012-2013. Mais les bureaux aujourd'hui sont encore chez Jeffo. Tout à fait. Hein? Les bureaux sont encore chez Jeffo. Mais il y a encore aussi des mandats, Nicolas Jobin, avec Groupe Vision Gestion. Il y a encore des mandats avec Jeffo aujourd'hui encore. Moi, toujours. En fait, je me retrouve à être proche de la famille, bien entendu. Bien entendu, de la Fondation Jeffo, on l'a créé ensemble, Jean et moi, puis c'était un objectif sociétal dans l'agriculture, tu sais, suite aux affaires agricoles de Saint-Hyacinthe, pardon. Donc, tu sais, c'est vraiment faire des choses ensemble, puis qu'on ait du plaisir dedans. Puis Jean, ça, donner, c'est un gars généreux. 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 J'ai pas assez de mots. Mais gars, moi, j'ai eu beaucoup de temps avec là, pour réaliser un balado, en fait, là, puis c'est vraiment apprécié. Écoutez, présent dans 80 ou je sais pas comment de pays, tu sais, il y a beaucoup de pays, là. Puis c'est incroyable. Alors, puis tu sais, il a donné du temps, puis il en donne encore aussi. La Fondation. Vous faire un balado juste sur Jean Fontaine. Alors, je reviens, Nicolas. Donc, aujourd'hui, on est 15 ans. Ça fait déjà 15 ans la création. On a quand même plusieurs employés. Puis vous avez des employés avec des spécialités quand même. Oui, en fait, on a développé... moi, au fil du temps, là, c'est sûr que moi, je viens de l'école des institutions financières. Donc, moi, là, l'important, c'est que je travaille avec les institutions financières. Puis, au début, là, tu sais pas trop te positionner, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je me suis positionné dans l'analyse. Mon expertise, là, c'est la force de mon analyse financière des dossiers agricoles. Donc, moi, là, tu sais, je négocie pas de garantie, je négocie pas de taux d'intérêt, je négocie rien de ça. Moi, c'est l'analyse de l'entreprise. Je suis un gars d'entreprise. Puis la banque, l'institution financière, elle veut avoir leur juste. Mais avant que la banque aille leur juste, dans le fond, là, mon client aille leur juste. Pour que les gens comprennent bien, puis moi-même aussi, si, exemple, je suis un producteur agricole, j'ai un projet, c'est pas nécessairement le gars ou la fille à la banque qui va... Oui, ils vont me conseiller, mais ça me prend quelque chose de plus structuré, de plus monté. Puis c'est là que vous intervenez. C'est tout ça, je comprends, c'est comme ça qu'on le fait. En fait, quand on a commencé en 96-2000, c'était nous autres, les directeurs de compte, qui le faisaient. Okay, quand on est engagé là, à la banque, là, on était un expert agronome à l'intérieur de la banque qui montait les dossiers pour le crédit. Donc là, on aidait le producteur à le faire. Mais c'est sûr qu'au fil des années, ce rôle-là, ça peut être apparence de conflit d'intérêt un petit peu, là. Tu sais, moi, j'avantage le dossier, puis je favorise un petit peu trop la situation. Moi le pousser parce que c'est mon client. Exact. Donc, les institutions financières, au fil des années, ils ont commencé, comme dans le commercial. Dans le commercial, quand quelqu'un a un projet, ils vont demander au comptable de fournir les prévisions, puis tout le montage ou le contrôleur de l'entreprise, puis tout ça. En agriculture, on avait moins ça parce qu'à cause, justement, de la protection des revenus plus sûrs. Donc, moi, je le voyais venir, ça. Je me suis dit, un jour, en agriculture, ils vont nous demander autant. Donc, les institutions financières, maintenant, les directeurs de compte, ils n'ont plus le rôle de nécessairement monter le dossier avec les prévisions et tout ça. Donc, ils demandent à des externes. C'est ça, des dossiers qui vont très bien, dans le sens qu'année après année, mais quand on arrive avec un gros projet, puis on s'entend que 4-5 millions, il y a 30 ans, c'était énorme. Aujourd'hui, 4-5 millions, c'est régulier. C'est régulier. C'est régulier. Puis les institutions financières, ils veulent avoir de l'information. Donc, ils ont besoin. Puis, faut comprendre aussi qu'au niveau de l'agriculture, ça a tellement changé que maintenant, ce sont des entreprises. Hein. C'est des producteurs agricoles, oui, mais à la base, mais ce sont des entreprises où, tu sais, le chiffre d'affaires est quand même très important. C'est plus ce que c'était. Alors, je fais le parallèle avec les banques. Fait que là, les banques, ils ont vu ça. D'ailleurs, les institutions financières, ils ont flairé, je pense, on se dirait, la bonne affaire parce qu'ils ont vu le potentiel au niveau de l'agriculture que peut-être il y a
20 ans, ils voyaient moins, ou 25 ans, je sais pas. Me trompes-tu, ma lecture, es-tu bonne ou pas bonne? Ben, tu te trompes pas, parce que si tu recules d'il y a 20 ans, c'est sûr que les institutions financières, ils voyaient comme l'agriculture comme en développement, surtout sur la haute technologie. Puis je vais te faire le parallèle avec les résidences de personnes âgées. Hein? Quand, il y a 20 ans, je me souviens très bien, la BMO, puis qu'ils analysaient la démographie, leur business s'en allait dans la construction des résidences pour personnes âgées. Mais si tu recules, mettons, d'il y a 30 ans, parce que là, c'est les années 90, il y a 30 ans, c'est pas... tu sais, on était dans la période du GATT, mais tu sais, c'est sûr que les institutions financières, ils voyaient le développement de la croissance en agriculture s'en venir. Tu sais, les premiers robots, c'est les années 2000, 98-2000, donc c'est sûr. Donc, on a eu une croissance énorme. On a beaucoup capitalisé là, dans l'agriculture dans les 20 dernières années. Tantôt, on l'a dit, il y avait des, je sais pas comment tu appelais ça au niveau de la banque, là, pas des gérants de crédit, mais des gérants, en fait. Directeur de compte. Directeur de compte. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est courant là, de faire affaire avec une entreprise, exemple, comme la tienne, Nicolas Jobin, là, au niveau, pour un producteur? Producteur, il va t'appeler, il y a un projet, toi, de 500 000 ou d'1 million ou 3 millions qui t'appelle pareil, ou y a-tu des critères, y a-tu des montants, y a-tu... Ben, en fait, là... Il y a plusieurs enjeux, je comprends, il y a plusieurs facteurs à tenir compte. Ben, si on revient aux producteurs, c'est rendu des entrepreneurs. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on disait. Ben, oui. Les entrepreneurs, là, ils sont accompagnés là, de plus en plus d'experts autour d'eux. Tu sais, bien entendu, le premier, ça a été le comptable. Non, en fait, on inclut là, le fait là, que tout l'aspect technique là, est géré là, par les agronomes de terrain, les techniciens de terrain, tout le monde sur le terrain. Mais si on y va au niveau administratif, il y avait le comptable. Mais là, on est rendu avec des sociétés en nom collectif. Donc, les fiscalistes rentrent. Après ça, ben là, la complication de la ferme. On a fait une société, on a fait une ligne. Donc, là, il vient me dire, l'entrepreneur lui-même, là, il dit, moi, là, comment je me démêle là-dedans? Puis c'est là que vient mon rôle, où ce que je rentre avec eux. Puis là, moi, je deviens je réfléchis avec eux. Et là, on monte le dossier au même titre que si l'entreprise avait un contrôleur à l'année dans son entreprise. Mais on n'est pas rendu là d'avoir un contrôleur à l'année dans ce genre de business-là. Donc, moi, je rentre des fois par intérim, on va appeler ça de même, pour une période donnée d'1 an, où ce que là, on monte le projet, puis il faut pas obliger, c'est que les projets, puis là, les gens, là, des fois, ils font un lien direct que moi, je suis toujours dans le redressement. Mais c'est pas le cas. Ben non, parce que les projets, il y a toujours des périodes de transition. Puis les périodes de transition, il manque de cash flow. Que c'est sûr que durant cette période-là, on a peur. On a peur que ça arrive pas, on a peur de ci. Donc là, c'est là qu'on a besoin d'aide pour comprendre. Puis là, c'est là que moi, je me mets beaucoup d'emphase pédagogiquement à ce qu'ils comprennent. Moi, j'arrive chez mes clients avec mon écran, là. Mon écran, elle a déjà eu 40 pouces, là, elle a 30 pouces, puis je m'installe. La rapetisse, là, ouais, c'est ça. Je mets Excel, puis j'explique mes affaires. Parce que moi, je veux qu'ils comprennent. Ils n'ont pas besoin d'être analystes comme moi, mais je veux qu'ils comprennent. Puis pour un producteur qui va dire, écoute, j'engage un spécialiste indépendant, c'est sûr que ça doit être bien vu quand vous arrivez, vous déposez un projet à une institution financière, parce qu'après ça, le producteur peut aller négocier ce qu'il veut. C'est un peu ça, je comprends. Exactement. Ben, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est même... En fait, je suis rendu exactement où ce que je voyais en 2007, c'est que ça donne une bonification au dossier. Ouais. Puis, il y a une chose qui est claire, c'est qu'un consultant ou un externe comme moi je dis toujours au producteur, vous nous écoutez, mais prenez votre idée. Ouais. Tu sais, pas 100% consultant, là. Arrêtez, là. T'sais, on est là pour vous faire réfléchir. Vous donnez des orientations, vous ouvrez à quelque part, j'allais dire, une lumière, des gars, avais-tu pensé à cette direction-là, ou un peu comme ça? Parce que c'est ça, le groupe Vision Gestion, là, aujourd'hui, 15 ans, je vois planification financière, intégration de la relève, redressement et relance financière, puis planification stratégique et organisationnelle. Puis là, vous avez des clients dans le laitier, dans le porcin, dans l'avicole, dans le maraîcher, puis des grandes cultures. Mais je veux revenir, tantôt, on parle, écoute, il y a un projet, intégration de la relève, parce qu'on entend ça souvent au Québec, la relève, c'est pas facile. Même qu'ils disent, si t'es pas le fils ou la fille d'un producteur, c'est peut-être plus facile de faire des transferts. C'est vrai, ça? Ben, en fait, là, il y a une chose qui est sûre, là, c'est que... C'est pas simple de même, je résume ça simple. Ben, en entreprise, n'importe quelle entreprise, que ce soit commerciale ou agricole, les entreprises valent de la valeur, puis c'est sûr que les enfants, ils n'ont jamais moyen de payer complètement les parents. Normal. Que ça soit dans n'importe quoi. Ouais. Nous autres, c'est qu'on fait le lien avec les terres, les fameuses terres agricoles qui valent beaucoup d'argent. Donc, tu vas arriver dans une entreprise agricole qui vaut peut-être 10-12 millions en valeur d'actifs,
Et si on y va sur une valeur monétaire, on en vaudrait 3-4 millions. Donc, c'est sûr que l'intégration sur 10-12 millions, c'est énorme. Donc là, il faut trouver des façons de faire la base. Puis là, tu me permets d'être dans un bon message là-dessus. C'est les parents qui veulent... Tu sais, quand on a 50 ans, on envoie notre savoir aux 25 ans. Bon, ben, les parents là, qui veulent envoyer le savoir aux 25 ans, puis qui ont une bonne culture familiale, puis ont réussi à faire... Tu sais, qui sont reliés à l'entreprise, puis qu'elles puissent poursuivre, on va réussir à faire un plan d'intégration qui va permettre aux jeunes de rentrer. Puis là, j'utilise mes mots, là, intégration. Parce que transfert, c'est large. C'est gros, c'est large. Puis aujourd'hui, on a des entreprises qui ont de la valeur. On a des entreprises tu sais, que quand tu dis, on va t'intégrer, on va te donner 20% chacun, ça fait 40%. Sur une valeur de 10 millions, là, c'est 4 millions. Là. C'est un beau cadeau. C'est ça. Donc, il faut trouver à sécuriser les parents. Il faut sécuriser les parents au niveau financier pour qu'ils s'assurent de vivre bien. Eux autres, là, les parents, c'est ça qu'ils veulent. C'est un peu comme le REER, c'est un peu c'est le fonds de pension, puis c'est un peu normal aussi. En fait, c'est tout à fait normal. Tu n'as rien d'entreprise dans X, Y, Z à faire qui n'est pas l'agriculture, c'est la même affaire. Tu vends ton entreprise, tu veux te sécuriser après, fait que c'est la même chose pour Exactement. Puis nous autres, ce qu'on s'assure, c'est que les exigences, des fois, des parents sont en ligne avec la capacité de l'enfant à générer de l'argent pour être capable de payer sa sécurité qu'il veut. Puis souvent, ben les parents, ils veulent que ça soit étalé sur 15-20 ans. Là. Ça, c'est pas un enjeu. Moi, je te dirais que l'enjeu, c'est quand que les parents, ils se disent « Moi, mon père, il m'a tout laissé il y a 25 ans. Puis aujourd'hui, je suis pas capable de faire ça. » Ben non. Ouais. Parce que ça a changé aussi. Ben ça aussi, ça a changé. Ça a changé. C'est plus pareil. À cause des valeurs. Et les valeurs, il faut les protéger parce que si tu en as un qui arrive au bout de 5 ans qui veut se retirer, ben moi, là, je ne donnerai pas toute l'inflation. L'inflation, là, c'est pas de l'argent que tu as créé par les profits. Ça a été créé par la société. Je rappelle mon invité pour les gens qui sont avec nous. Si vous venez de vous joindre à nous, Nicolas Jobin est en fait le fondateur de groupe Vision Gestion. Nicolas, baccalauréat en agronomie de l'Université Laval, gradué en 1993. Nicolas, si je reviens, dans le fond, quand je lis planification financière, intégration de la relève, redressement et planification stratégique, il y en a 4 ici. Lequel, là, de ce temps-là, qui vous occupe le plus? Il y en a-tu? Parce que je veux pas l'oublier, là, mais tu sais, l'intégration, là, on en a parlé parce que la population vieillissante, il y a des gens qui n'ont pas de relève. Mettons, on va y aller avec ça, tiens, tout de suite d'abord. Est-ce qu'on est capable de trouver acheteur? Exemple, il y a un propriétaire qui vous appelle, un couple, il dit, regarde, nous, on n'a pas de relève, les enfants sont à l'extérieur, peu importe. Les terres se vendent bien, mais on veut pas que tout soit démantibulé, en fait qu'il soit... Les gens qui veulent faire ça, là, faut qu'ils sachent qu'ils soient obligés de laisser 50% minimum en balance de prix de vente. C'est-à-dire... ça veut dire que ça vaut... mettons, ça vaut 10 millions. 10 millions, il y a 5 millions là, que c'est sûr qui vont rester en balance de prix de vente. Puis quand je l'appelle en balance de prix de vente, c'est une balance de prix de vente même que je serais peut-être jamais capable de payer. Cependant, pourquoi je la mets en balance de prix de vente? C'est que si, au bout de 6 ans, ça fonctionne pas, puis la ferme se vend au complet, ben le non appendé, ben il va devoir l'argent à ceux qui ont mis une balance de prix de vente. C'est pas lui qui va s'en aller avec l'argent. Donc, ceux qui veulent y aller comme ça, il faut qu'il y ait une ouverture grande de supporter un non apparenté, de supporter quelqu'un qui est dans ses bâtisses depuis 30 ans puis qu'il fait pas tout à fait comme lui il voulait. Donc, il faut avoir une grande ouverture entrepreneuriale. Mais la relève, es-tu là, actuellement au Québec? Parce qu'on sait la population vieillit. Tantôt, on va avoir plus de personnes qui vont être plus arrêtées, qui vont être actifs au travail. On a-tu... moi, c'est ça. En fait, c'est les fermes qui vont grossir. On va acheter le voisin puis le deuxième voisin, comme c'est déjà le cas. Ou comment ça va se... en fait, d'acheter les voisins, là, on a été dans une période comme ça parce qu'il y a eu des opportunités, mais pour le transfert, c'est pas nécessairement obligatoire là, d'acheter le voisin. Puis je sais que c'est une opportunité qui est à côté, mais là, on s'en va. Tu parlais de planification financière, puis je veux préciser, planification financière, c'est pas la planification de l'assurance vie, tout ça. Moi, c'est vraiment de la planification des finances. Puis pourquoi que j'ai ça, et de là, je vais te ramener rapidement. Mon équipe. Tu sais, moi, mon équipe, aujourd'hui, c'est moi qui est agronome, puis j'ai un jeune agronome qui est Loïc. Mais Jasmin, il a une maîtrise en finance, puis il a une formation comme expert en évaluation d'entreprise. Quand même. Marlène est comptable agréée. Nathalie est technicienne comptable d'expérience.
Et j'ai ma fille. Ma fille qui a un bac en administration, ma fille gère tout le bureau. Donc, tu sais, on est rendu avec une équipe d'experts, parce qu'on est dans une niche. Puis, tu sais, la planification financière, ce que tu me dis, c'est que là, actuellement, ce qu'on planifie, c'est la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Là, on est... là, je vous dirais... On l'a pas vu venir ou on le savait, mais on a joué un peu? En fait... c'est pas évident. C'est facile à dire après, pas évident sur le moment. Là. Il y a une chose qui est sûre qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'on l'a pas vu avoir une augmentation aussi rapide dans un même trimestre. Puis pas long. Ouais, c'est exactement. Exact. Si tu prends 2022, tu commences ton année avec un renouvellement à 2-3 % d'intérêt, puis tu finis l'année à 6 % de renouvellement. Mais parce qu'on en parle, est-ce que, parce qu'on le sait que dans le privé, le résidentiel, des fois, il y a des gens qui disent, regarde, on va payer l'intérêt ou on va prolonger le paiement. C'est-à-dire qu'on va ramener ça sur un plus long, en fait, au lieu de 20 ans, exemple, on va mettre ça sur 25 ans. Est-ce qu'on peut faire ça dans l'agricole aussi? Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire dire, on va mettre ça dans plus loin, parce que là, les intérêts sont... En fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on a autant investi dans l'agriculture, c'est sûr que tout le côté capacité de remboursement, tout le côté protection du revenu, sur le quota, tu sais, qui nous a permis d'investir adéquatement la valeur des terres. Là, si on a voulu investir comme ça dedans, là, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr que ça va exiger de la patience. Ça va exiger de la patience des institutions financières. Les institutions financières, ils sont prêts à être patients. C'est pas l'enjeu. Ils ont quand même des garanties. Ils ont des garanties, puis ils sont prêts à être patients. Mais la contrepartie de la patience, c'est que ça prend un entrepreneur qui est à jour dans son administration, qui est à jour dans sa compréhension, qui est prêt à prendre des actions dans son entreprise pour dire, écoute, parce que là, sur 10 millions, on va prendre l'exemple de 10 millions tantôt, mais si on était à une moyenne de 3 % en 2022, ça coûte 300 000, mais en 2024, on va peut-être avoir plus une moyenne de 6 sur l'ensemble de nos prêts. Mais là, tu viens de passer à 600 000. Donc, 300 000, c'est énormément d'argent, là. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Donc, souvent, tu aurais fait un ou deux petits projets avec ça, là, à 300 000. Exact. Donc là, ça va ralentir. Et là, on va regarder nos méthodes de travail. Puis là, nos méthodes de travail, il y en a plusieurs qui sont déjà très bons. Il y en a plusieurs, là. Qui sont déjà efficaces, qui sont très déjà... efficaces. Ben oui, puis là, il faut juste que le 300 000. Donc là, les remises en question se font beaucoup dans la gestion de la main-d'œuvre. Oh. Beaucoup. Parce que notre agriculture qui a changé au fil des années a fait en sorte qu'on a, tu sais, l'arrivée des robots, la robotisation, c'est que, bon, la robotisation est supposée enlever de la main-d'œuvre, va donner de la qualité de vie, mais en bout de piste, on l'a gardé un peu, cette main-d'œuvre-là. On ne l'a pas nécessairement enlevé. Donc, c'est sûr que je rencontre des fermes qui vont avoir 100, 110 kilos au jour, qui vont avoir deux employés temps plein. Là, on va me dire, écoute, 100 kilos au jour, quand j'étais jeune, c'était énorme. Mais là, aujourd'hui, 2 employés temps plein qui coûtent à peu près 120 000. Donc là, le regard va être beaucoup vers ça. Puis la gestion de la main-d'œuvre est un enjeu, là. Mais pourtant, il y a beaucoup de... J'écoute, là, Nicolas Jobin, puis il dit, hey, ouais, OK, ils ont 2 employés, tu sais, c'est pas en même temps, pas tant, parce que, tu sais, c'est une job de 7 jours sur 7, puis à un moment donné, le producteur ou la productrice, ils veulent prendre un petit peu, une journée, tu sais, c'est pas tant. Alors, si tu coupes sa main-d'œuvre, il te reste plus beaucoup de marge de manœuvre après, là, tu sais. Tout à fait, puis c'est des discussions délicates. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu recules de 25 ans, c'est la famille qui travaillait sur la ferme. C'est la famille, c'est vrai. La famille, ça, c'est... La main-d'œuvre est moins chère, peut-être. Ben oui, mais en même temps, c'était papa, maman, les enfants de 10 ans, 14, 16. Un prenait des vacances, puis allait faire les foins, tu sais. Et le grand-père était là. Ouais. Aujourd'hui, là, tu vas retrouver, là... Tu sais, moi, c'est différent. À Sainte, on est, tu sais, quand même urbain, donc, tu sais, le gars ou la fille sont sur la ferme, mais leur conjoint travaille à l'extérieur. Oui, c'est différent, c'est sûr. Complètement différent. Donc, c'est sûr que j'ai pas le choix d'employer des employés parce que 100 kilos au jour, là, c'est pas...
Tu sais, c'est 70 vaches, là. Mais je veux revenir, parce que, tu sais, avec, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ouais, je peux pas couper partout, puis des fois, la main-d'œuvre aussi, tu peux pas la couper comme tu veux, parce que souvent, il y a de la main-d'œuvre étrangère. Par contre, il y a des producteurs, eux, qui ont des fois d'autres secteurs d'activité, tu sais, je vais donner un exemple, il y en a qui ont des érablières, fait que ça leur permet peut-être de garder plus la main-d'œuvre, ou d'autres, mais il y en a qui sont uniquement dans une ligne, dans une branche, fait que c'est ça qui est moins évident, j'imagine. En fait, t'es mieux d'être dans une branche que tu travailles bien que d'être dans 4 que tu travailles mal. Ah, OK. Donc, tu sais, une érablière, là, c'est super complémentaire. Moi, là, je vais reculer. Là. Il y a 30 ans, quand on est arrivé avec les engraissements de 1000 porcs chez les fermes laitières, ça a été super complémentaire parce que ton engraissement de 1000 porcs prenait un peu de temps. Un peu de temps, mais pas tant. Mais permettait d'avoir un employé parce que ça dégageait. Donc là, ça venait compléter, puis tu avais le fumier en plus. Ouais. Donc, tu sais, tu avais un beau complément. Aujourd'hui, mon gars de 250 vaches, mais qui veut faire 1000 acres de culture, là, c'est le in-between, il est là. Dans la vache, il est super bon. Dehors, tu sais, moi, j'appelle ça dehors, là. Oh, donc, tu sais, c'est là l'analyse un petit peu plus approfondie là, qu'on veut aller pour voir. Parce que pour moi, mettons sur l'entreprise laitière, là, l'étable, là, c'est mon centre de revenus, puis dehors, c'est mon centre de coût. Tu sais, faut pas que tu oublies que dehors, on l'a pour emmener des fourrages sur le bord de l'étable, puis gérer mon environnement, donc étendre mon fumier. OK. Fait que, tu sais, OK. Nicolas, je rappelle mon invité, Nicolas Jobin, en fait, qui est le fondateur du groupe Vision Gestion. Les bureaux sont basés à Saint-Hyacinthe. On fait juste je vous rappelle que vous écoutez le balado Soleno, juste une petite arrêt de 15 secondes, je vous reviens tout de suite. Vous écoutez le balado agricole Soleno. Nicolas Jobin, je reviens. On va rester dans la finance parce que c'est votre business, si on veut. Vous arrivez comment des fois parce que ça peut arriver qu'une entreprise ait de la difficulté ou c'est plus dur, là, on parlait des intérêts il y a quelques instants. Est-ce que c'est la ferme qui vous appelle ou c'est l'institution financière qui vous appelle qui dit Nicolas, peut-être tu y aller voir telle entreprise, là, il y a de quoi faire, mais il faut juste enligner ça comme il faut. Comment ça fonctionne? En fait, la façon de fonctionner, moi, elle est claire, là. C'est sûr que c'est le client qui appelle. C'est le client qui appelle. C'est pas la banque, c'est pas. C'est ça. Les institutions financières vont proposer aux clients, on aimerait ça que tu aies quelqu'un dans ton entreprise. Okay. Ils vont proposer 2-3 noms. Le client appelle. Puis quand le client appelle, il a accepté d'appeler et de se faire aider. Okay. Donc ça, là, c'est partout pareil. Dans la maison de la famille, tu sais, on a beau faire des fois des signalements, tu sais, le signalement crée une petite lumière, OK, mais la personne, quand elle appelle, puis elle a décidé de se faire aider, elle est prête à se faire aider. Puis ça collabore. En fait, le succès d'un projet réussi, c'est quelqu'un qui s'accapare de son projet, qui s'accapare de la situation, puis qui prend action. En fait, vous allez pondre un plan, vous allez arriver, vous allez regarder, exemple, les états financiers, tout ça, puis ensuite, vous allez faire des recommandations, c'est un peu ça en gros, vous allez voir... Oui, mais moi, je veux qu'ils participent parce que je veux qu'ils comprennent. Moi, mon pourquoi on le fait, là? Pourquoi il y a eu une demande de le faire, là? Parce qu'il y a comme une lumière jaune qui s'allume avant qu'elle soit rouge. Que moi, mon rôle, là, c'est beaucoup pédagogique, je veux qu'ils comprennent. Puis ma façon de le comprendre, c'est d'arriver avec mon écran, ou bien me brancher dans l'écran dans le salon... Puis là, je leur montre, puis tout le monde est visuel. Oui, c'est ça. Tout le monde comprend. Il y a 51%, qu'on dit 52% des gens sont visuels, fait que ça parle, hein? Ah, écoute, ça parle tout le temps. Puis quand les gens comprennent, puis quand ils prennent action, puis il y a une chose qui est sûre, là, c'est que prendre action, l'être humain, là, c'est pas simple pour lui. Tu sais, la résistance au changement est beaucoup plus facile. J'en parlais, oui. Donc, mais moi, je vous dis, là, quand on arrive dans une situation, moi, rapidement, là, je vais leur parler de cash flow, l'argent va comment dans le compte. Donc là, ils vont prendre connaissance de ça, ils vont découvrir des découvertes, ça coûte tant que ça, puis je te dirais que ça prend un bon 6 à 12 mois avant de réaliser exactement ce qui se passe. Parce que tu es influencé par tout ce que tu entends ailleurs, puis là, tu sais pas jusqu'à quel point Nicolas Jobin, ce qu'il te dit, là, ça a-tu du sens ou pas? Donc, tu sais, moi, des fois, là, j'ai une période de 2 à 3 mois là, qu'on ne sait plus son même, là. Mais justement, Nicolas Jobin, groupe Vision Gestion, je reviens. En fait, bon, c'est sûr, vous allez faire des recommandations. On voit ça des fois dans les entreprises qui sont pas dans l'agriculture.
Ils ont 4-5 divisions. Puis à un moment donné, ils n'ont pas le choix de se rendre à l'évidence. Bon, cette division-là est encore rentable, mais il faudrait trop investir pour continuer. On va la vendre. Est-ce que ça arrive en agriculture? Tantôt, on parlait de cet exemple généralière. Je peux avoir une porcherie, je peux avoir, je sais pas, d'autres secteurs. Est-ce que ça arrive? Si aussi, à un moment donné, vous êtes obligé de dire, gars, on devrait vendre ça, ou tu devrais vendre cette division-là, ou vendre je sais pas, donne à forfait. C'est-tu des choses qui arrivent ou? Je te dirais qu'historiquement, beaucoup moins, mais est-ce qu'on va le vivre dans les prochains mois, années? La réponse est oui, parce que les gens vont devoir revoir un peu certaines affaires. Exact. Bon, moi, une cabane à sucre, le gars... Je donne ça comme exemple. Exemple. La personne a 2-3 000 en taille, là. Pas grave. Ça, c'est pas ça la différence. Ouais. C'est pas le core business du tout. C'est pas... C'est lui qui a 30 000 en taille, il y a des vaches, il y a des terres. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il n'est pas équipé pour être bon partout, ça va le rattraper. Puis, c'est lui qui va le voir. Puis c'est sûr qu'on est des producteurs agricoles, là, ça a l'amour du métier. Tu sais, au niveau commercial, là, tu as l'amour aussi, mais nous autres, là, c'est des pieds pris dans le sol, hein. C'est des bottes pris dans le sol. Que ce soit une érablière ou que ce soit les vaches ou que ce soit la culture, de vendre, là, c'est pas du tout dans leur plan d'action. C'est pas ça qui est en tête de liste, là. C'est pas dans le do list, comme on dit. Là. Pas du tout. Donc, que moi, là, tu sais, l'idée, s'ils sont prêts à vendre, c'est qu'à un moment donné, là, ils vont dire, j'ai été prêt à acheter il y a 2-3 ans, mais là, peut-être que je suis allé trop vite. OK. Mais ça, on confronte l'ego de n'importe quel entrepreneur, là. Moi, j'en ai un, j'en suis un entrepreneur. J'en ai un ego aussi. Que ça, là, et toutes nos femmes le savent, eux autres. Les autres, quand ils nous regardent, ils font tu devrais-tu écouter le monsieur ou pas? Ouais. C'est pas... Non, je comprends. Puis, des fois, c'est des décisions. Il y a des décisions, j'allais dire, un peu sentimentales. Puis, tu sais, on veut conserver ce que nos parents ont fait, puis tout ça. Mais la réalité est plus pareille aujourd'hui. C'est bien différent. Nicolas Jobin, est-ce que vous faites, parce que vous avez plusieurs spécialistes, puis on voit ça dans le privé aussi, des fois, on va faire ce qu'on appelle un plan stratégique sur 3 ans, sur 5 ans. Est-ce que les producteurs agricoles ont une obligation de le faire? Est-ce que les banquiers demandent ça ou c'est différent? Ou... En fait, on va retrouver ça beaucoup plus dans le maraîcher. Ah? Tu sais, dans le maraîcher, là, un plan stratégique d'un petit peu plus loin. Parce que dans le lait, dans la grande culture, là, ça donne rien de dépasser 3 ans. Parce que tu vas réagir, tu sais, 3 ans est suffisant. Mais je te dis pas que je veux pas nécessairement 5 ans, mais dans le maraîcher, tu vas avoir celui là, qui va dire, moi, j'aimerais ça m'en aller vers une première transformation. J'aimerais ça m'en aller vers une deuxième transformation. Donc là, lui, là, faut se préparer. Parce que quand tu t'en vas dans une première transformation, on va prendre l'exemple du gars de patate. Le gars de patate, là, lui, est un pomme de terre vrac qui appelle, là, tu sais, qui fait du vrac puis qui l'envoie à un acheteur. Puis que là, il décide de vouloir faire de la première transformation. Mais il faut qu'il solidifie son entreprise. Puis solidifier son entreprise, c'est de solidifier sur une base de fonds de roulement, d'avoir une force de fonds de roulement forte, parce que quand tu rentres dans une première transformation, tu peux acheter les équipements. Mais avant que tu vendes vraiment de façon continuelle à un prix rentable... Intéressant. Exact. Ça peut prendre 18 mois, ça peut prendre 24 mois. Donc ça, il faut le préparer. Donc là, dans le maraîcher, là, tu vas voir ça beaucoup plus que... Dans les autres productions, je te dis, dépasser 3 ans, on perd les gens. Puis là, on fait du copier-coller. Puis la seule affaire qu'on peut peut-être faire, c'est dire, après 5 ans, c'est de dire, à la 5e année, quelle sera la position de la dette, puis quelle sera la position de l'entreprise sur, de façon, des ratios financiers pour voir un peu mieux. On en a parlé un peu tantôt, mais la situation des entreprises ici, là actuellement, c'est évidemment, c'est l'intérêt, c'est ça qui fait mal. En fait, là, ça, c'est le choc. C'est le choc, hein? Ça, c'est le choc, puis c'est une réalité. Même la dernière hausse, moi, elle m'a... Même dernièrement, ben oui. Ben là, on s'entend qu'on est en juin 2023 pour l'enregistrement, mais il y en a eu... il y en a eu une au début juin. Elle a comme saisi un peu à dire, OK, il n'aura pas de baisse, là. Puis il va y avoir j'espère de la stabilisation, mais il y a une chose est sûre, c'est que 2024, on va atteindre des moyennes de 6 6,5 sur la moyenne de ton portefeuille de prêt, là. C'est ça que je veux dire. C'est important. 2022, les gens avaient encore une moyenne
de taux d'intérêt moyen sur le prêt, peut-être autour de 3. De 3. 2022. Parce que la hausse a été en fin d'année, mais ça ne veut pas dire que nécessairement que tu as renouvelé ton prêt. 2023, actuellement, on va peut-être avoir une moyenne de 5, parce que là, tu as renouvelé des prêts. Oui, c'est vrai. Il y en a qui étaient à échéance, d'autres. C'est ça, ouais. exact. Parce qu'on était beaucoup, beaucoup sur du court terme, là. Puis moi, là, j'étais un gars qui encourageait le court terme, parce qu'on était toujours gagnant sur le court terme. Effectivement. Mais là, moi, là, ça change tous mes paradigmes, là, parce que là, comment que, genre, tu sais, si je suis court terme, un matin, ta taux de base, c'est 6,95. Puis c'est dangereux à court terme, là. Ben là, ça vient chercher toutes tes liquidités. Là, donc, il faut regarder peut-être, changer nos paradigmes un peu, puis analyser ça sur une moyenne, puis là, regarder 2024 sur quelle moyenne que je vais être. Donc là, 2024, moi, je m'attends à ce qu'on soit sur une moyenne de 6 à 6,5. On s'entend que c'était pas normal 0% ou, tu sais... en fait, c'était comme... C'était temporaire. En fait, moi, la façon, là, les gestionnaires prudents, ils vont tous te répondre. On a profité que l'argent coûtait pas cher pour investir. Oui, c'est ça. Parce que l'argent n'a vraiment pas coûté cher. Fait que là, c'est sûr que ton investissement a pris une valeur. Hein? On s'entend là-dessus. Mais là, c'est juste l'intérêt. C'est comme si... ça me fait penser un peu comme si l'impôt reviendrait 2-3 ans en arrière puis ils viennent cogner à la porte. C'est un peu ça, dans le fond. Là. En fait, c'est aussi rapidement. Ouais. Parce que, tu sais, l'impôt, ça leur vient, c'est rapide. Oui, c'est rapide, puis tu as un délai pour payer. Il faut aussi qu'il est rapide. Non, c'est ça, que d'arriver là, dans un portefeuille des entreprises aussi rapidement, ben on n'a pas connu ça. Nicolas Jobin, je rappelle aux gens, c'est important de le mentionner, vous êtes le fondateur là, le groupe Vision Gestion. Si je reviens à la relève, on en a parlé un peu tantôt, la relève, la main-d'œuvre, parce que oui, dans le laitier, on a automatisé. Hein, il y a beaucoup de nouvelles vacheries qui se sont logées dans les dernières années. On a rentré des robots. Je l'avais dit tantôt, ça a pas, on n'a pas pu tout enlever la main-d'œuvre, ou du moins, ça a peut-être permis de prendre sa main-d'œuvre-là et de dire, il faut faire d'autres choses, puis bon... il est où le défi, là? En fait, si je regarde ça, relève, main-d'œuvre, en fait, c'est... C'est sûr que moi, là, quand je rencontre des jeunes de 30-35 ans aujourd'hui, là, ben 25-35. Ouais. Il y en a moins qu'il y en avait, hein, c'est pas mal des choses. Les familles sont plus petites. Mais ils ont de l'instruction plus. Oui. Ça, c'est vrai. Je veux pas dire des 50. En fait, c'est qu'ils ont une instruction. Ils ont eu la chance, peut-être plus, d'aller... Ils sont habiles avec Excel plus. Ouais. Donc, tu sais, la robotisation, là, s'ils sont habiles avec la technologie, il y en a pas, là, tu sais. Ouais. C'est go, parce qu'ils sont habiles. Donc, ils ont pas un sentiment, là, ils ont un sentiment d'être présents. Donc, moi, c'est sûr que quand je rencontre ces jeunes-là, je suis beaucoup... à quelque part, un petit peu plus challengé que des fois mon 50 ans que ben là, c'est de même, ça se faisait. Et moi, je trouve qu'on a des beaux jeunes, c'est sûr que... Puis c'est important aussi, là, parce que ça change aussi. Fait que c'est important que comme on dit, les 25-35, ils ont une formation qui est différente, une vision qui est différente, parce que tout n'est pas pareil comme le parent qui en ont 50, 55 aujourd'hui, ou 60, là, tu sais. Mais ils ont besoin d'être accompagnés par leurs parents. Tu sais, on dit c'est des beaux jeunes, on peut faire des... Tu as besoin d'expérience aussi. Ben oui, puis tu sais, je peux faire des beaux discours de ça, ils sont beaux, ils sont grands, mais s'ils sont à eux-mêmes, dans... Tu sais, le même parent, là, reculé de 25 ans avec 5 millions de dettes, là, dans le temps où on payait nos chars cash... Oui, il y en a moins. Mais je reviens, exemple, si je suis dans le laitier aujourd'hui, là, c'est quoi l'idéal? C'est-tu 150, 200 vaches? C'est quoi? C'est-tu, bon, je le sais, ils vont me dire, ouais, mais si t'as pas beaucoup de dettes, tu peux faire avec 70 vaches. C'est quoi l'idéal à un jeune qui voudrait s'établir aujourd'hui? C'est pas évident. En fait, l'idéal, c'est d'arriver puis de faire de l'argent. On n'a pas un sentiment de faire de l'argent. Tu sais, on a un sentiment, justement, moi, je vais atteindre 100 kilos au jour à n'importe quel prix. Moi, je dis, faites de l'argent. Faire de l'argent, c'est quoi? C'est qu'il en reste. Puis c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec un sentiment de marge. Faites de la marge. Le taux de dépense, on a travaillé beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait là-dessus. Mais là, maintenant, faites de la marge. Ça veut dire quoi, faites de la marge? Ben, c'est comment est-ce qu'il m'en reste pour faire ça, puis ici. Puis ça, ce sentiment-là, je trouve qu'on ne l'a pas assez à faire de l'argent. Puis ceux qui touchent à ça, à un moment donné, là, au polaille, tout leur plan d'investissement change. Parce qu'ils sont habitués d'avoir des coussins. Mais quand on n'a jamais de coussins, puis qu'on est toujours... Parce que on les refinance, on finance ci, puis on fait ça. Ben à un moment donné, là, tu perds le sens de l'argent. Donc, moi, ce que je te dis, que ça soit à 80,
Ouais. À 60, à 80, à 100, à 110. Comment t'es géré, comment t'es organisé, comment t'es... Exact. Mais je vais te faire un petit... ben pour répondre un Ouais. peu plus loin à ta question, c'est vrai qu'il y a des tranches. Celui qui est à 60 kg au jour un matin, aujourd'hui, en 2023, donc c'est sûr que celui qui est pas à jour dans sa technologie de travail dans l'étable, lui, il va trouver ça plus dur. OK. Puis là, je vais faire une parenthèse, Nicolas, parce que quelqu'un qui écoute le balado 60 kilos au jour, mettons, qui est pas dans le ou qui est moins familier, mettons, là, 60 kilos au jour, ça veut-tu dire c'est 60 têtes? C'est quoi? C'est-tu 1 kilo par... juste pour faire un parallèle pour que les gens... Si on fait des choses rapides, on pourrait dire 1 kilo jour par vache, mais 1 kilo jour par vache, c'est pas beaucoup. Là, c'est pas beaucoup. La production qu'on veut minimalement, c'est de toucher 1,3. Par vache, évidemment. Oui, puis tu as des gens qui vont faire 1,5, 1,6 de façon régulière. OK. Donc, mais si on fait un calcul vite, 1 fait 60 vaches, donc entre 50 et 60. C'est sûr que cette entreprise-là, qui est sous un bâtiment, comme quand j'étais jeune, comme français, bien équipé, qui travaille bien. Mais c'est sûr que de là passer à l'autre étape, il y a un step. Il y a un gros step. Il y a un gros step. Je vais te prendre celui de 120 kg jour à cette heure. Celui de 120 kg jour qui a mis un robot, 2 robots. Mais là, lui, là 120, là, il est au bout de sa ligne, il est au bout de son travail. Là, il voudrait engager quelqu'un de plus. Là, c'est un gros step entre 120 puis 150. Parce qu'un robot, on parle de 60 vaches, robot? À peu près. À peu près. Tu sais, dépendamment, il y a des gens plus performants, il y a des gens qui sont capables de se rendre dans 80. Mais, et là, ça, c'est une strate. J'ai besoin de quelqu'un. Là, j'engage quelqu'un, c'est 60 000 de plus par année. Puis il est rendu là dans le travail. Et c'est une strate. Que des fois, t'es mieux. Ben moi, là. Tu sais, un entrepreneur veut grossir, veut avancer, mais t'es peut-être mieux de rester quelque temps à 110, 110, 105, 110. Je veux revenir tantôt, tu as dit qu'il faut faire de la marge. Dans d'autres entreprises, on va dire vendez moins, vendez mieux. Dans le cas du producteur, lui, faire de la marge, c'est de tout s'assurer que ses rations, tu sais, tantôt on disait 1,3 kg, il y en a qui vont à 1,4. J'imagine qu'à partir de 1,1 à 1,3, c'est énorme, c'est majeur, c'est un gain, c'est important. C'est un peu partout qu'ils peuvent faire des marges, si on veut, là. C'est sûr que moi, je suis plus rendu un expert de la production laitière nécessairement, mais la régie d'élevage est archi importante parce que c'est là que les gens vont aller chercher des petits plus. Puis, tu sais, il y a des opportunités de production durant l'année. C'est des jours de plus. C'est un petit pourcentage de plus. Les gens qui sont à jour dans leur régie d'élevage, ils sont capables de les capter. Ils sont peut-être pas capables de toutes les capter. Mais s'ils en capent 50%, ben c'est un revenu en bout de piste qui est 10 000. Puis ce 10 000-là, ben lui, souvent, il s'en va directement en bas dans la marge. Parce qu'il était déjà là. Donc, c'est dans ce sens-là. Quand tu fais tes plans de culture, d'aller faire une portion céréale un peu plus, puis là, ça fonctionne, tu as fait un 10 acres parce que tu n'avais pas de besoin en foin, l'année d'avant, t'es mieux. Mais 10 acres, il s'en va quasiment, pas tout, là, mais quasiment tout dans ta marge en bas. Donc, c'est ça la réflexion que je veux emmener. Mais les gens sont réceptifs, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ils vont l'écouter, ils vont le regarder. Puis des fois, t'es dedans, tu dis, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Tu sais, tout à fait. Ça peut être reçu comme ça. J'y avais vraiment pas pensé, mais bonne idée, parce que ça me coûte pas plus cher, en fait, puis je vais faire de la marge, un peu plus. Puis, c'est pas quelqu'un qui vient 2 heures chez toi, quand toi, t'en travailles 7 jours sur 7, 365 jours, qui va te trouver toutes les solutions. Surtout pas. Mais s'il peut t'allumer sur quelques réflexions. Sur une ou deux pistes de réflexion. On a parlé tantôt, tu sais, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements. On a parlé beaucoup de laitier parce que c'est important quand même le laitier. Les autres secteurs aussi. Au Québec, le laitier est important. On a parlé des robots. Au niveau des champs également, est-ce que l'automatisation arrive assez vite? On commence à avoir des tracteurs. En fait, on voit des tracteurs avec des GPS puis tout ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de tout c'est un tout, dans le fond, parce que le producteur doit être performant au champ, mais aussi dans l'étable. Ce qui m'impressionne un petit peu, là, je vais te faire le parallèle. Ouais. La personne qui a mis le truie, là, elle est concentrée, elle te sort des porcelets, 28 porcelets par truie, puis c'est go, ça s'en va à la pouponnière, on s'en occupe. Puis quand ça arrive à l'engraissement, des fois, il y a un petit relâchement. OK. Là, vite, un 10 kilos de moulé de plus à la fin, là, parce que tu as eu un petit relâchement. Là, tu viens de te perdre un peu ton profit. C'est là que ton profit s'en va. Exact. Puis ça, là, c'est
là, je reviens aux cultures. Ouais. Aux cultures, on s'est équipé au Québec pour en faire de la culture. Puis semer rapidement. On connaît les variations de climat très rapides maintenant. C'est vrai. Ils ont une fenêtre de 3 jours pour semer. C'est vite. Puis moi, là, tu sais, ils embarquent, ils ont des semoirs électroniques, des GPS. Tu peux plus rentrer dans un faucette, là. Non. Tout est là. Quand il arrive la récolte, tout est là aussi, mais la prise d'information pour avoir exactement le rendement, on l'échappe un petit peu. OK. Et là, on est dans des à peu près. Comment que t'as? Puis là, t'as une machine là, qui te dit tout, là, mais c'est sûr qu'il faut être habile avec la technologie. Puis les gens qui sont vraiment soucieux de ça, ben ils se trompent pas. S'ils ont 3200 tonnes de maïs, ils ont 3200 tonnes de maïs. Moi, là, régulièrement, on me dit 3500. Il me dit, j'ai 3500 tonnes, j'ai écrit 3000. Il me voit de l'écrire 3000. Moi, je me garde des marges de manœuvre. Tu gardes du lousse. Ben oui, parce que... On se garde un jeu, comme on dit. Ben, il regarde le stylo, puis il va à l'œil, il se ferme un œil, puis il dit... Mais il faut vraiment améliorer la prise d'information lors des récoltes. Puis là, il y en a qui sont super équipés. Ils sont tous super équipés. C'est de l'apprendre en note. Puis ceux qui apprennent en note, puis quoi faire avec ça, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis au niveau des grandes cultures... Mais aujourd'hui, être un producteur agricole, il faut savoir beaucoup de choses. C'était comme ça dans le temps, oui, mais aujourd'hui, on n'est plus high-tech, on va le dire de même. Tu sais, on n'est plus, tu sais, c'est vraiment de la finance, c'est vraiment de la gestion, peut-être plus qu'avant, ou parce que c'est plus gros, puis tout coûte plus cher, qu'on le voit plus, ou qu'on en entend plus parler, parce que, mais tu sais, c'était, dans le fond, aujourd'hui, on a besoin d'être un bon gestionnaire, on va se le dire. Puis moi, je veux juste revenir au champ, tu sais, j'écoutais parler Nicolas, puis dans le fond, je participe régulièrement à des journées de champ, tu sais, ou des activités, puis j'étais surpris, à un moment donné, il y a un enseignant qui expliquait la moissonneuse-batteuse, en arrière, ce qui sort de la moissonneuse, expliquait à des producteurs, ça, là, tu dois resserrer ça, tu dois faire ça de même. C'était assez incroyable ce qu'il laissait en arrière, qu'il pouvait aller chercher encore du rendement. Puis même le producteur était surpris un peu. Coudonc, c'est important. Fait que c'est partout, hein, les économies sont partout à faire. Moi, ce que je trouve, là, c'est que notre producteur agricole... moi, j'explique souvent ça. Hein, c'est sûr, j'ai des amis qui connaissent pas l'agriculture. Puis moi, je leur dis des fois, c'est des scientifiques. Là, on me dit, attends un peu. Mais là, vivre avec des animaux, là, c'est de la science, les animaux. Ouais. Vivre avec la terre, c'est de la science, la terre. Donc, tu sais, ces gens-là, là, ils ont toute une grande connaissance. Tu sais, connaître le sol, connaître... Tu sais, ils utilisent... Tu sais, d'utilisation responsable, de l'éco-responsabilité, là. Les producteurs, là, il y en a beaucoup. Donc, tu sais, ton gars de bio, là, lui, scientifiquement, là, il comprend tout, là. Moi, là, quand je vois des producteurs aller acheter des coccinelles pour aller battre une bébite, moi, là, je suis impressionné de ça, là. Donc, il faut y penser, il faut savoir comment le mettre. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de science dans l'agriculture. Ouais. Puis ça fait beaucoup de choses à apprendre aussi. Un producteur doit en savoir énormément. Je dis producteur, mais on s'entend producteur, productrice, parce que maintenant aussi, vous devez en rencontrer beaucoup. Nicolas Jobin, ce sont les filles qui ont pris tu sais, on parlait plus au masculin, là, mais en fait, on s'entend qu'aujourd'hui, les filles ont pris drôlement leur place en agriculture. D'ailleurs, si tu vas dans différentes institutions d'enseignement, il y a souvent plus de filles dans plusieurs cours que de gars. Ben, en fait, là tu m'embarques sur un beau sujet, parce que moi, c'est sûr que par mon travail, je travaille beaucoup avec les madames, les filles, les mamans. Pourquoi? Parce que c'est souvent eux autres qui sont en administration. Ouais. Moi, je trouve qu'une fille est toujours... Elle n'a pas d'ego. Ouais. Ça veut le bien de l'entreprise. Ouais. Ça a une capacité... Elle veut le meilleur. Oui, puis ça avait une capacité de gestion tout le temps. Donc, moi, là, je le dis, là, les filles, quand ils sont dans les boards d'administration des entreprises, sont tout le temps... Puis là, je dis pas ça pour faire plaisir. Ils sont tout le temps très bonnes. Le seul point, là, c'est que... Puis là, je me répète, ils n'ont pas d'ego, aux autres. Ouais. Hey, chérie, il y a 200 000 de fournisseurs. Faut les payer, là. Ouais. Le chum, il va me dire, oh, je sais pas comment est-ce qu'on est rendu, là. T'as vu, là. OK, t'entends ça souvent? Ben oui. Ah ouais. Ben oui. OK. Hey, Nicolas Jobin, le temps passe là, rapidement, tabarouette, écoute, Groupe Vision Gestion. Depuis quelques années, vous organisez
en fait, au printemps ou à l'automne. Au printemps, des rencontres au printemps, à l'automne? Printemps-automne. Ouais. Printemps-automne. Moi, j'ai assisté à quelques-unes. C'est super intéressant. Vous sortez des chiffres, des analyses. C'est arrivé comment, ça? C'est un besoin, un désir, comment c'était? En fait, là, moi, j'ai jamais fait de publicité puis de marketing. À un moment donné, j'ai engagé un consultant en marketing. Ah. Puis lui, il me dit, t'es-tu prêt à mettre ta crédibilité et ta compétence à la table? Oh, tabarouette, OK. Je me dis, oui, bonne question. Ouais. Puis moi, puis Gilbert Lavoie, sans le savoir, on avait le même consultant. Ah, OK. En marketing. Gérald Vallée, son nom. Puis Gérard, il nous a rencontrés, puis il a dit, les gars, si vous êtes prêts à mettre votre compétence, votre crédibilité sur la table, mettez-les en rencontre. Donc là, on a créé On jase ensemble. Oui. Donc moi et Gilbert, on a créé des conférences où ce qu'on jase ensemble. Puis c'est sûr que Gilbert, lui, on est très complémentaires parce que Gilbert, il a tout l'aspect macroéconomique. Il est très près de l'ensemble des fédérations, de l'ensemble de la politique aussi au Québec. Tu sais, Gilbert, c'est un gars d'expérience. Il a été à l'UPA peut-être une quinzaine à vingtaine d'années. Puis moi, ben, j'étais un gars de terrain. Donc, nous, là, on fait des conférences comme si on jasait ensemble, qu'on s'est mis à faire ça. On a commencé ça il y a 5-6 ans. Puis aujourd'hui, ben, ce qui arrive, c'est que ça nous challenge nous-mêmes à s'asseoir, dire où est-ce qu'on est rendu, on s'en va où, puis comment. Puis là, ben, au début, on voulait l'emmener à nos clients producteurs, Puis aujourd'hui, là, moi, c'est sûr que j'aime ça, parce que les institutions financières, cette année, ils ont été collaborateurs, partenaires, Soleno partenaire, GEFO. Donc là, au début, là, on payait ça de notre tout petit. On payait ça de notre poche, moi puis Gilbert. Puis là, aujourd'hui, on est des partenaires, puis pas les moindres. Les institutions financières sont là, des entreprises d'envergure comme Soleno, GEFO. Puis ça vous permet des fois aussi d'avoir des spécialistes qui vont arriver ou payer quelqu'un pour venir faire une conférence ou des choses comme ça. Tout à fait. Puis d'être le sujet de l'heure. Ouais. On jase ensemble du sujet de l'heure. Donc, comme moi, cette année, là, David Duval, il m'a appelé à une semaine de l'événement. Puis là, on venait d'apprendre dans le port qu'il allait y avoir une diminution du nombre de ports. David, il est venu. Puis il est venu avec Benoît Desilets. Puis tu sais, c'était pas si simple à comprendre. Ça sortait. Donc, puis là, moi, je fais celui qui est comme s'il était assis dans la salle. Puis je pose des questions. Puis exactement. On veut comprendre. Donc ça, cette activité-là, est vraiment une activité. Puis là, on va la faire à l'automne 2024. On va se donner... Là, on l'a fait au printemps, puis là, on va la faire à l'automne. Parce que vous arrivez aussi avec des prévisions, avec des chiffres. On s'entend, c'est des prévisions. Mais vous regardez les tableaux, qu'est-ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, un peu partout. Puis, évidemment, la donne va changer avec, tu sais, on en a parlé quand même pas mal tantôt, les intérêts, puis tout ça. On n'a plus beaucoup de temps, là, Nicolas Jobin, mais, tu sais, vous êtes un entrepreneur maintenant. Puis, c'est quoi, là, les défis pour les prochaines années de votre boîte? Là, on est, mettons qu'on est à 12, 15 employés, c'est-tu de continuer de la grossir? C'est quoi? Il y a des défis parce que tout entrepreneur a des défis. En fait, le défi, c'est de transférer mon savoir. Ouais. C'est de transférer mon savoir à ma fille, à Jasmin, à mon équipe, puis d'avoir c'est sûr que, tu sais, c'est des rôles bien nichés qu'on fait. Donc, éventuellement, c'est de trouver quelqu'un qui est capable de faire ce métier-là que je fais, mais en même temps, c'est vrai que ça prend de l'expérience. Que, tu sais, c'est... Fait que c'est déjà de prévoir une transition. Oui, mais j'ai juste 54 ans. Ouais, mais quand même, c'est de trouver tu sais, on dit les relèves des fois parce que c'est pointu, c'est spécialisé ce que vous faites là, dans le fond. Tu vois ma réaction, là? J'ai bien des clients qui réagissent comme ça aussi. Ah ouais, rien que 50 ans. Ouais, c'est ça. En fait, je suis pas à la part des autres. Ouais, c'est ça. Mais si, j'ai deux dernières questions. Là. Dans le fond, si on avait des conseils à donner aux gestionnaires d'entreprises agricoles, mettons qu'on en aurait un ou deux, là, ce serait quoi, là? Ce serait de... En fait, le meilleur conseil, là, que moi, je veux pas qu'ils apprennent la comptabilité, je veux pas qu'ils apprennent parfaitement comment analyser, mais apprenez votre cash flow. Soyez allumés sur votre cash flow, soyez allumés, puis soyez pas dans le déni. Puis l'ego, puis on a un peu d'ego, là. On veut être gros, on veut être... Soyez pas dans l'ego, soyez pas dans le déni. Puis posez des questions. Puis si la question, elle convient pas, challengez-nous. Ouais. Challengez-nous, vous êtes intelligents.
Ah oui. Tu sais, c'est ça que je leur dis. Fait que, dans le fond, parce que c'est comme le reste, ça évolue vite, hein, les temps changent, hein, tu sais, tout change. Puis, je termine, l'agriculture au Québec va bien. Oui, on peut dire qu'on a une belle agriculture. Ben, en fait, on a une agriculture qui s'est développée beaucoup, donc elle est challengée. Okay. Tu sais, là, elle est challengée par des taux d'intérêt. Elle est challengée aussi par un climat qui change beaucoup. Si tu changes pas tes méthodes de faire. Elle est challengée aussi par la relève, ce qu'on vient de dire tantôt. Donc, tu sais, c'est une industrie qui est challengée. Moi, je n'ai confiance. Tu sais, des bons producteurs, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des producteurs, gens d'affaires, productrices, gens d'affaires, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis ceux qui voient clair, il y en a de plus en plus. Ils ont tout de la business. Ils ont tout de la business. Je termine avec, on n'a pas parlé beaucoup, mais est-ce que, c'est un peu une question politique, mais le gouvernement en fait-tu assez pour l'agriculture? Des fois, on a l'impression que me semble qu'il pourrait en faire plus, parce que c'est important. Hein? Ils nous disent souvent, évidemment, c'est les producteurs qui nous nourrissent, je suis d'accord avec ça. Est-ce que ils sont assez impliqués? Est-ce qu'on est... Ben moi, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis arrivé dans les années 90, l'ASRA est arrivé dans les années 75-80. L'ASRA a été quelque chose de extraordinaire, tu sais, on parle pour le porc, ça. Ben, en fait, pour les, pas sous la gestion de l'offre. Ouais, c'est... Puis aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, bonifier ce modèle-là pour les années d'aujourd'hui? Tu sais, moi, je parle beaucoup en marge nette, en BIA. Tu sais, tu me donnes l'opportunité de dire, est-ce qu'on peut revoir, tu sais, les tableaux, en fait, les tableaux? Oui, pour créer de la marge. Tu sais, une entreprise commerciale, là, va faire entre 15 et 20 de marge. Dépendamment, tu sais, mais si tu prends en général. Donc, nous, là, il faut être là-dedans, là. Tu sais, je peux pas me permettre d'être à 8 de marge. Je comprends que des fois, il faut être là-dedans. Puis donner de la marge aux producteurs. Puis tu sais, de s'assurer que le producteur a sa part du gâteau, ça sera toujours, mais pour ça, là, faut être, faut être près de ça, parce que je peux pas me permettre de dire, moi, je vends tel produit, surtout quand on tombe dans le maraîcher puis qu'on tombe dans des produits des marchés libres, là, puis que le distributeur fait autant de marge que moi. Oui, c'est souvent le distributeur. Oui, puis c'est ça, c'est souvent le cas. Nicolas Jobin, en terminant, est-ce que, en fait, avec votre groupe, là, est-ce que tantôt, on disait, bon, les banquiers peuvent vous appeler à l'occasion. Est-ce que le gouvernement intervient avec vous à l'occasion? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler, vous autres aussi? Ou des fois, on dit non, je n'ai pas besoin? Moi, c'est toujours par... souvent, là... Toujours par des références? En fait, c'est Gilbert. Ouais. Gilbert travaille... Comme là, Gilbert, on travaille sur différentes réflexions. Okay. Et là, Gilbert va m'introduire pour l'aspect financier. Okay. Donc, moi, je viens complémentarité avec Gilbert. Parce que Gilbert, lui, il est vraiment en lien avec les gouvernements, en référence. Puis moi, je complète. Ben Nicolas Jobin, écoute, on a fait un bon tour, mais je pense qu'on aurait pu encore jaser quand même. Tu sais, c'est passionnant l'agriculture parce que faut pas l'oublier là. Tu sais, je l'ai pas dit tantôt, mais moi je parle souvent avec des producteurs. Tu sais, oui, ils ont des contraintes, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu sais, l'agriculture c'est un mode de vie. Hein? Tout à fait. C'est un mode de vie, puis les gens qui sont là. Tu sais, quand t'es pas là, tu peux pas les comprendre, mais quand t'es dedans, puis là, tu sais, Nicolas Jobin, des fois vous êtes très proche de ces gens-là également. C'est un mode de vie. On est d'accord là-dessus parce que vous avez... Moi, je comprends. Tu sais, moi, c'est mon industrie. Tu sais, quand j'ai dit, tu sais, faut que ça atteigne mes limites, c'est sûr que c'était mon industrie. Mais là, je tombais dans une industrie de distribution, de transformation. Moi, mon industrie est avec les producteurs chez les entreprises agricoles. Nicolas Jobin, ben longue vie à Groupe Vision Gestion. Hein, merci beaucoup. Longue vie, puis merci de nous avoir accordé du temps là, pour ce balado agricole Soleno, là, soif de culture. Je te remercie, Richard, c'est la première expérience que j'ai. Merci beaucoup, puis ça fait des bonnes jases. On jase ensemble. On jase ensemble, ça me fait plaisir. Merci Nicolas Jobin. Beau, merci. Vous écoutez le balado agricole Soleno.